va commencer. Bien, nous étions sur les systèmes LIDAR. On a décidé de parler du LIDAR. On avait commencé. Alors, pour le système LIDAR, on a défini le LIDAR, n'est-ce pas? Qui va nous entretenir sur le LIDAR. Donc, le LIDAR, on a parlé d'une détection et télémétrie par quoi? Par onde lumineuse. Donc, l'onde lumineuse utilisée, c'est une impulsion laser. Et l'impulsion laser est utilisée dans combien de bandes? Visible et en infrarouge, d'accord? Et donc, on a dit également aussi que le LIDAR produit sa propre source lumineuse, qui est l'impulsion laser, et l'impulsion LIDAR, comme ça. Ensuite, le système est équipé de combien de technologies? Le système est équipé de combien de technologies? Vous ne lisez pas beaucoup, mais voilà. On va faire comme au lycée, là, on fait interrogation. Non seulement c'est affiché au tableau, personne ne parle. Voilà. Attention, hein. Donc, trois technologies. On parle de première technologie, c'est quoi? C'est le scanner laser, d'accord? Ensuite, deuxième technologie, il y a le système de navigation magnétique qui permet de savoir, qui permet de rediriger le vecteur sur sa trajectoire. Et le système est équipé d'un système de géolocalisation, de GPS, qui sont propres GPS, d'accord? Alors, en matière de mesures, les mesures LIDAR sont des mesures effectuées à très haute précision. Et donc, le LIDAR va mesurer les nuages de pointe dimensionnelle, ce qu'on avait dit. D'accord? Alors, aujourd'hui, on poursuit. On a parlé de deux types de LIDAR. Les LIDAR à détection directe et à détection hétérodyne, vous lisez. Et donc, dans la classification, nous avons les LIDAR à cible dure et ensuite les LIDAR à cible diffuse. D'accord? Cible diffuse, c'est que nous sommes dans les LIDAR atmosphériques et cible dure, nous sommes dans les LIDAR bathymétriques. Ensuite, on a parlé de la production du faisceau laser à partir d'un milieu amplificateur. On fait un pompage optique et dans ce pompage-là, la source du photon va être excitée pour produire plusieurs photons et ces photons-là, à travers le milieu amplificateur, vont passer dans un miroir réfléchissant qui va diriger le faisceau et produire les ondes lumineuses. D'accord? Alors, de la même manière qu'en télédétection optique, on mesure quoi en optique? La reflétance de surface, la reflétance des objets. En matière de radar, on mesure quoi? La luminosité. Radar? On mesure quoi avec le radar? La rétrodiffusion. La rétrodiffusion. Ensuite, dans le radar, il y a comme la mesure radar correspond à quoi? Mesure égale à quoi? Amplitude plus la phase. D'accord? Amplitude, phase. Rétrodiffusion
et il reste 2. Les mesures en matière de radar, on mesure la position de rotrodiffusion. Dans la mesure, on mesure l'amplitude et la phase du signal. Ensuite, on mesure les mécanismes de rotrodiffusion. Mécanisme simple-rebond, double et volumique. Vous voyez, plus le coefficient de rotrodiffusion. C'est compris? Dernière mesure radar, c'est quoi? Les indicateurs polarimétriques. Donc, on utilise une image de radar en mode double ou quadripolarisation et à travers ces données-là, on va extraire des indicateurs polarimétriques et on va utiliser, on va effectuer des combinaisons de ces indicateurs pour caractériser le paysage naturel. C'est compris? Alors, dans le cas du LIDAR, le LIDAR que nous étudions, que nous allons étudier, va mesurer quoi? Des réflectances. OK? Alors, des mesures atmosphériques. Donc, on va mesurer la réflectance, ce qu'on appelle transmission, diffusion, réflectance au sol et en milieu océanique, on mesure la transmission et la diffusion pour des particules et l'eau également, d'accord? Alors, le principe ici de la mesure LIDAR va consister à quoi? Alors, vous suivez attentivement, vous devez connaître pour chaque système le principe, comment ça fonctionne, d'accord? Alors, on part du LIDAR lui-même, d'accord? Alors, le LIDAR va être équipé d'un émetteur. L'émetteur, c'est produit l'impulsion LIDAR. Alors, voici un faisceau. Voici, à travers ce système, on produit une onde lumineuse. Voilà l'impulsion là qui est le disque noir là. C'est un disque, voilà, qui est émis. Alors, l'impulsion, voici ses caractéristiques, d'accord? Est composée d'une distance, on mesure la longueur, le déplacement, voilà. Donc, l'impulsion va atteindre, ici, on est dans le milieu atmosphérique. Donc, voici le champ de vue de l'impulsion, voilà. Et ce champ de vue-là va balayer les particules dans l'atmosphère. Alors, cette lumière va traverser l'atmosphère et les particules atmosphériques vont diffuser le retour de l'impulsion. D'accord? Alors, pour les cibles dures, voici les cibles dures qui sont là. L'onde lumineuse va venir atteindre la cible dure et puis diffuser le retour de l'impulsion. Donc, on est aussi ici dans le milieu atmosphérique. Alors, le LIDAR est équipé d'un émetteur. L'émetteur, l'émetteur produit l'impulsion LIDAR. Et le retour de l'impulsion, c'est la diffusion. Et donc, il y a un récepteur ici qu'on appelle le télescope. Le télescope va enregistrer les retours de diffusion et il va faire quoi? Il va appliquer des filtres optiques et des polariseurs sur le signal qui a été enregistré par le télescope. D'accord? Alors, cette information-là va passer par des filtres optiques et des polariseurs. Ensuite, des photodétecteurs vont transformer le signal en signal électrique. Et donc, on va voir le signal électrique ici. Alors, il va subir des conversions. Ensuite,
on parle de convertisseur analogique et numérique. Et à la sortie, nous avons un calculateur. Le calculateur, c'est le produit issu de l'enregistrement du signal retour. Une fois que le signal analogique ou numérique est obtenu, il va produire ce qu'on appelle un calculateur et le calculateur est destiné à l'utilisation. Donc, nous allons, vous voulez des données LIDAR, vous commandez et le fournisseur, il va vous fournir, il va vous apporter ce que vous avez demandé le produit. Alors, le produit, qui est le calculateur, ce sont les données LIDAR. Maintenant, ces données LIDAR-là vont sous plusieurs formats. On va voir les formats, d'accord? Alors, le format le mieux adapté dans les applications LIDAR actuellement, ce sont les formats, ce sont des fichiers en format LAS, LAS, d'accord? Les formats LAS sont plus adaptés, plus faciles à utiliser dans n'importe quel logiciel de traitement de données LIDAR, d'accord? On peut l'ouvrir dans tout compare, on peut l'ouvrir dans ArcGIS, dans Envie LIDAR, on peut l'ouvrir également dans. C'est que je voulais parler là. Dans AirTags aussi. Ouais, je pense bien. Et donc, il y a le fichier en format LAS qui est facilement utilisable dans n'importe quel logiciel. C'est compris? Alors, faites attention, quand vous commandez des données LIDAR, ces données LIDAR, exigez au fournisseur le format que vous voulez. Sinon, il peut vous envoyer les formats les données en format ASQ. Vous connaissez le format ASQ? Bon, format ASQ, il peut vous envoyer ça en format texte également, TXT, je ne sais pas quoi. Et puis, à vous de les travailler pour obtenir le format LAS. Donc, quel que soit le format dans lequel les données vont venir, vous pouvez aller dans QGIS. Je vais vous donner un lien, j'ai mis ça dans vous, où il y a toute la méthodologie, tout le processus de conversion des données LIDAR au format LAS et puis utiliser ce format LAS pour travailler. Toute la procédure est expliquée dans QGIS. Voilà. Si vous avez QGIS, vous ouvrez QGIS, allez-y dans le help, vous allez taper traitement LIDAR, vous allez voir, il y a un processus, toute une méthodologie, toute une chaîne de méthodologie qui explique tout. Voilà, comment vous allez utiliser les données LIDAR, comment vous allez les transformer. Alors, donc, voici les mesures qui vont être effectuées par le LIDAR à travers un télescope et d'abord un émetteur laser pulsé et un télescope qui va enregistrer l'information qui va être transformée, filtrée, polarisée, qui traverse des photodétecteurs. Le signal est converti en... le signal électrique est converti en données analogiques ou numériques pour produire les données LIDAR sous forme d'un calculateur utilisable. Alors, ces mesures vont être faites par un LIDAR topographique pour mesurer tout ce qui est relief topographie, un LIDAR atmosphérique pour mesurer tout ce qui est composant de l'atmosphère et leur concentration, afin de vous donner ce qu'on appelle une distribution verticale de toutes ces compositions de l'atmosphère et leur concentration. D'accord? Ensuite, le LIDAR bathymétrique, voilà. Alors, le LIDAR bathymétrique pour acquérir les informations sur les propriétés du fond marin. Et le signal LIDAR
en bathymétrie, alors c'est comme un altimètre, et l'altimètre va traverser les profondeurs, ça va traverser l'eau, et l'eau va se laisser traverser, mais pas au-delà de 50 mètres. Au-delà de 50 mètres, l'impulsion LIDAR n'est plus compétente. Alors, pour qu'on puisse effectuer des mesures de fond marin ou dans le milieu aquatique, pour connaître les profondeurs, il faudrait que l'eau en question soit pas double. C'est compris? Bien évidemment, si l'eau est double, le signal va rien donner. Donc, il faut que l'eau puisse se laisser traverser. Et au-delà de 50 mètres, c'est plus la peine. D'accord? Ensuite, on y va. Oui. La seconde, c'est lorsque nous sommes dans l'eau. L'impulsion ne va pas traverser le sol. Le sol est une cible dure. Ne va pas traverser le sol. Alors. Professeur? Oui? J'ai une question. Relativement à la notion de d'eau trouble. Ça à quel degré on estime qu'une eau est trouble où on ne peut pas utiliser le LIDAR? Quand je prends un travail à faire, par exemple, sur la lagune Ébriée, on sait que ce n'est pas aussi transparent que ça. Ça peut être considéré comme une eau trouble. D'accord, très bien. Alors, lorsque vous allez, matin, vous vous réveillez et puis vous allez au robinet, vous prenez un verre d'eau. L'eau là est comment? Transparent. L'eau que tu bois là, c'est trouble. Donc, tous les jours, quand vous ouvrez votre robinet, l'eau est trouble. Bon, l'eau que vous buvez là, comment? Ah, voilà. Donc, on voit à travers, non? Voilà, ça c'est l'idéal. D'accord? Maintenant, si vous allez à la piscine, très souvent l'eau de la piscine a quelle couleur? Pourquoi c'est bleu? C'est le fond là, qui donne aspect bleu. D'accord? Bien, maintenant, si on va, si on prend un fleuve comme Moé, il n'a pas plu, il n'a pas plu durant 3 jours, 1 semaine, il n'a pas plu. L'eau là est comment? Le coup d'eau là, normal, dans son lit là, comment? Est-ce qu'il est transparent? Non. Mais au moins, s'il est un peu transparent, si vous tombez à l'intérieur, que vous nagez là, quand on nage, est-ce qu'on ferme les yeux? Vous pouvez voir, là, vous voyez, qui va vous passer. Vous voyez? Bon, maintenant, si c'est un temps pluvieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que attends d'abord. Pluvial là, va envoyer des sédiments, des matières organiques, tout cela, ça va. Est-ce que l'eau sera transparent? Voilà. Maintenant, si on va dans notre lagune là, la lagune qui est là, bon, tout dépend du fond et tout dépend aussi de la qualité de l'eau qui est à l'intérieur, d'accord? Mais très souvent, l'eau là est chargée de beaucoup de matières en suspension, il y a des produits qui sont déversés, donc, ce qui fait que l'eau là va perdre un peu son éclat. Donc, si on prend l'eau de la bouteille d'eau ici, là, le LIDAR va traverser ça facilement. Donc, comme la question de notre camarade, tout va dépendre de la capacité de l'eau à se laisser traverser. Donc, si l'eau est trouble, ça veut dire que l'eau est chargée. Quand l'eau est très chargée, ça ne va pas traverser. Mais quand on dit chargé aussi, ça dépend du degré. Donc, si c'est trop chargé, l'eau est trouble. Donc, le signal ne va pas trop passer. C'est ça. Donc, c'est relatif au niveau de l'eau trouble. D'accord?
J'ai répondu à la question. Voilà. Donc, l'idéal est que si vous voulez effectuer une mesure bathymétrique avec le lidar, vous devez vous rassurer que l'eau là n'est pas trouble. Si l'eau est trouble, vous n'allez pas arriver à 50 mètres. Peut-être que vous allez mesurer 1 mètre ou bien 10 mètres. Ça dépend, tout va dépendre de... oui. J'aimerais vous dire, puisque si l'eau est trouble, en mesure 10 mètres, on va arriver. Mais c'est le retour qu'on mesure, non? Comment ils vont? Alors, la mesure en bathymétrie, c'est pas comme si l'eau là est là, il y a des poissons dedans et il va mesurer les poissons. Non. L'eau va traverser, l'impulsion laser va traverser l'eau et aller mesurer le fond. Si c'est la lagune, va mesurer le fond de la lagune. On va pouvoir sortir le profil topo, mais sous l'eau. Donc, s'il y a un relief au niveau de la lagune, le relief va apparaître. S'il y a des fossés, s'il y a des remontées, s'il y a des... Donc, c'est pour avoir le fond marin, ou bien le fond de la lagune, ou bien le fond d'un cours d'eau. Je suis d'accord, en fait, mais moi, je parle du fait que c'est le retour qu'on mesure. C'est-à-dire que le flux lumineux va aller, oui, mais c'est le retour qu'on va mesurer en fonction de la distance. Oui, c'est le retour. Puisque le retour du fond, oui, du fond. Oui. Vous avez dit que si le retour n'a pas arrivé loin, c'est-à-dire puisque ça va pas arriver avec moins le. Il n'y aura pas de mesure. Voilà, il n'y aura pas de mesure. Voilà. Oui, donc tu ne vas pas connaître le fond de. Voilà. Voilà. C'est bon? Alors, comprendre comment un système LIDAR est construit. Alors, suivez. Lorsqu'on lance le LIDAR, c'est le capteur. On peut le lancer sur un aéronef, sur un drone. Hein? Donc ici, on le lance sur un drone, d'accord? Alors, avant de le lancer, il faut une station au sol qui permet d'effectuer des mesures de référence. On prend les données au sol, au sol comme référence, c'est compris? Alors, le LIDAR qui survole la zone ici a son système inertiel à inertie et il produit le scanner laser va effectuer des balayages du sol. Donc, les balayages, c'est il balaye à gauche, à droite, jusqu'à ce qu'il balaye toute la ligne de vol. Et après, il revient sur une autre ligne de vol, ainsi de suite, jusqu'à ce que la mission qui a été programmée pour le drone soit achevée. D'accord? Le drone, vous le programmez, vous lui donnez un polygone. Alors, lui-même, il va calculer le nombre de lignes de vol et le nombre de photos à prendre. Est-ce que vous voyez? Selon ce que vous avez choisi, selon la caméra, bon, selon tout ce que vous voulez. Alors, lui, il va vous sortir sur le plan là. Hein, on a vu ça en photographie, non? Il va vous sortir le plan de vol et il va effectuer tout le vol par balayage et il va vous produire vos nuages de points ici. Ça, c'est le laser. D'accord? Alors, maintenant, suivez. Donc, voilà le système de référentiel. Ensuite, le système à inertie et le faisceau laser, le scanner qui va effectuer des mesures par balayage. Alors, suivez ici. Alors, ici, le LIDAR est embarqué sur un avion qui est là. Le planeur. Bon, voilà l'impulsion LIDAR qui vient. Et voici les points, ce que vous voyez en rouge là. Ce sont des points au sol, n'est-ce pas? D'accord? Alors, l'impulsion qui vient et le sol va diffuser le retour. Maintenant, si nous sommes dans un milieu à couverture végétale dense, comme ça peut arriver un peu dans une zone forestière, une forêt dense, une forêt dégradée ou clairsemée, ainsi de suite. Tout va dépendre
du taux de couverture, c'est compris? Alors, l'impulsion LIDA qui vient, une seule impulsion peut produire jusqu'à combien de retours? On a vu ça. Jusqu'à 5 retours. C'est compris? Alors, une zone dégagée où c'est le sol. Vous voyez ici, par exemple, c'est dégagé, non? Nous n'avons que le sol. Et nous avons un cours d'eau. D'accord? Donc, il y aura les impulsions, les retours d'impulsion qui vont caractériser l'eau, d'autres le sol. Là où il y a la couverture végétale, alors l'impulsion, une seule impulsion peut mesurer 5 retours. Donc, il peut arriver que l'impulsion traverse totalement la couverture, les arbres, et arriver au sol. Il peut arriver que si la couverture est dense, l'impulsion ne va pas traverser. Ça ne va pas arriver au sol. Mais au moins, ça va mesurer un ensemble de points volumiques au niveau de l'arbre. C'est compris? Et donc, toutes ces mesures-là vont maintenant vont retourner au télescope qui va enregistrer pour produire l'information, les nuages de points. D'accord? Alors, les points qui sont récoltés là sont des nuages de points tridimensionnels. Oui? Si je comprends bien, dans une zone forestière dense, il n'est pas possible de produire un MNT avec le LIDAR? Si. Alors, pour l'instant... J'ai cru entendre que... Oui? Oui, j'ai cru entendre que lorsque c'est vraiment couvert, on a la canopée et puis on n'a pas ça ne traverse pas les feuillages. Voilà. Donc, ce n'est pas évident que l'impulsion puisse traverser toute la canopée et arriver au sol. Ce n'est pas évident. D'accord? Mais les nuages de points tridimensionnels qui sont mesurés là, s'il y a un arbre qui est là, toute la canopée là on va avoir les nuages de points sur la couverture de ce arbre là, du sommet jusqu'au sol. Bien, maintenant, si c'est une zone dense, à forêt dense, l'impulsion va traverser, mais ne va pas traverser totalement. L'impulsion, ce n'est pas évident que ça arrive au sol. Donc, dans cette partie-là, on n'aura pas de points au sol. C'est compris? Mais autour, le voisinage autour, on aura des points au sol, n'est-ce pas? Pendant le traitement de ces nuages de points tridimensionnels, il y a la procédure, la première procédure, c'est la classification. Donc, on sépare tout ce qui est sol de tout ce qui est sur-sol. Donc, dès que vous avez les nuages de points tridimensionnels, premier traitement, on sépare tous les points sol et les points non-sol, c'est-à-dire sur-sol. C'est compris? Alors, quand on va séparer comme ça, vous allez voir qu'il y a les endroits où il y a assez de couverture, la forêt est dense là. On n'aura pas de retour sol, non? C'est clair. On n'aura pas de retour sol. Là où c'est un peu transparent, on va avoir quelques retours, n'est-ce pas? Mais toujours dit que dans le traitement, après cette première classification, on va prendre les données du subsol maintenant, on va aussi faire une classification là-bas. La classification va dépendre aussi du niveau de strates. On va avoir peut-être la strate herbacée. Herbacée, on peut avoir 2 ou 3 niveaux. Mais on prend la strate ligneuse. On va voir la basse, moyenne, la haute ligneuse. Donc, vous allez avoir une classification des nuages de points qui concernent que ce soit les herbacées, que ce soit les ligneuses basses, moyennes. Donc, tout cela empilé comme ça, vous allez pouvoir les distinguer. Et donc, si vous êtes dans une zone de forêt classée ou bien une zone d'un parc où on sait que la forêt est conservée, dès qu'on fait une exploitation, vous allez remarquer au partage, vous allez remarquer que cette zone-là, il n'y a pas de haute ligneuse. Vous allez voir qu'il y a les données sol de tout. Donc,
ces zones où on a exploité la végétation, hein, ce sont des zones, on peut les détecter comme des trouées, qui est forestier ici. Là. Alors, voilà, lorsque vous êtes dans une zone de forêt dense, de forêt, et que la forêt est conservée, le lendemain, vous venez, vous voyez qu'il y a des endroits où les arbres ont disparu. Les points LIDAR, là, vont vous montrer ces points-là. Vous allez voir qu'il y a des trouées là-bas. C'est compris? Alors, ces trouées-là peuvent être de deux natures. Il y a des trouées qu'on appelle anthropiques, c'est-à-dire que c'est l'homme même qui est venu qui a coupé une exploitation forestière. Maintenant, de manière naturelle, il y a des trouées qui sont là qu'on appelle des trouées édaphiques. Est-ce que vous voyez? Ça peut être dans la zone où il y a peut-être des bas-fonds ou bien des marécages où la végétation ne peut pas se développer. Ou bien il y a un arbre, le vent a soufflé et puis l'arbre est cassé. Donc tout ça là, c'est édaphique. Vous voyez? Et donc, quand on fait les nuages de points, on va pouvoir ressortir tout ce qui est sol. On met à côté. Les structures, on va les classer selon les niveaux de strates. On va aussi avoir tout ce qui est composition en termes de végétation, les cours d'eau, ainsi de suite. Alors maintenant, après, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre les premiers retours là. Dès que l'impulsion vient là, le premier objet que le signal trouve là, on appelle ça les premiers retours. D'accord? Les premiers retours là. On prend tous les points des premiers retours et on laisse les autres, les premiers retours là. On les utilise pour constituer ce qu'on appelle le modèle numérique de surface. Est-ce que vous voyez? Alors, si on fait un premier retour ici sur cette table-là, on va avoir tous les quantités comme premier retour. Et quand on va construire le modèle numérique de surface, on va avoir une forme géométrique de la table. Si c'est un arbre, on va avoir toutes les canopées. Donc, on prend les premiers retours pour construire ce qu'on appelle le modèle numérique de surface. Maintenant, à côté de cela, on a une information de référence sur le MNT au sol. N'est-ce pas? On suppose qu'il n'y a pas de couverture, on a le MNT au sol. C'est compris? Maintenant, ayant les premiers retours, on a mesuré les modèles numériques de surface. Avec les nuages de points, on connaît l'altitude de la zone. Donc, la différence entre l'altitude au sol et puis le niveau de la canopée va permettre de construire ce qu'on appelle le modèle des hauteurs du canopée. Donc, connaissant cette hauteur de canopée-là, la partie où l'impulsion LIDAR n'a pas traversé l'arbre, on n'a pas vu le sol là. Alors, il va reconstituer ces points MNT au sol, même si le LIDAR n'a pas pu atteindre le sol. Ce point, ces zones-là, leurs points-là vont être reconstitués par rééchantillonnage, par un processus de triangulation. Et donc, du coup, quand vous allez avoir des points au sol, les endroits où les points au sol n'ont pas pu être obtenus là, hein, il y a une procédure pour que le système puisse calculer, restituer leur altitude normale. Alors, je prends l'exemple. Vous allez sur une zone forestière et puis vous voyez qu'il y a assez de collines, il y a des vallées, il y a des falaises, ainsi de suite. C'est-à-dire que le relief est un peu accidenté. Est-ce que vous voyez? Si on plante des arbres, tous les arbres, à supposer que les arbres ont la même taille, qu'est-ce que vous allez regarder? Le modèle numérique de surface que vous allez obtenir va être une copie conforme au modèle numérique des terrains. C'est-à-dire que les deux vont être superposables. Donc, la lune, donc par différence, le modèle numérique de surface moins le MNT, alors ça va donner la hauteur de la canopée. Et donc, du coup, on peut connaître la valeur du point au sol là. Hein, mes frères, c'est compris? Donc, là où le LIDAR n'a pas pu mesurer les données au sol, les nuages de points qui ont été mesurés là, avec les données sol, avec le niveau de canopée, tout ça là, il y a un rééchantillonnage qui est effectué qui va permettre de
d'avoir tous les points qui sont dans ces zones où on n'a pas eu de retour. C'est compris? Il n'a pas répondu, c'est qu'il n'a pas compris. Non, pour ça, c'est compris, c'est bien compris. Ah, d'accord, d'accord. Il y a eu peur, hein? Bien, on poursuit. Alors, voici ce qu'on mesure ici, l'équation, la détection atmosphérique. On prend juste un exemple. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Alors, voici l'équation pour mesurer la distance LIDAR cible, d'accord? Si on mesure les distances. Donc, voici l'équation. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est ici, voici le système LIDAR. On a le laser qui est l'émetteur, d'accord? Donc, l'impulsion LIDAR va être mesurée là, va être produite. On a l'impulsion laser et le télescope qui va capter toute la diffusion, qui est le détecteur. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a un récepteur, un émetteur et un détecteur. C'est compris? Alors, mais il y a des systèmes où le même émetteur devient le détecteur. C'est compris? Alors, au niveau de la mesure atmosphérique, l'impulsion laser qui est émise ici va être calibrée sur ce qu'on appelle la fréquence de résonance d'une particule donnée pour pouvoir mesurer, pour avoir une haute détectabilité de cette particule. C'est compris? D'accord. Donc, pour bien détecter une composition de l'atmosphère, que ce soit le CO2 ou bien l'eau, alors on va calibrer le signal sur la fréquence de résonance de l'eau pour pouvoir mesurer, avoir une bonne mesure sur l'eau, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que les autres éléments ne sont pas mesurés. Les autres éléments peuvent être mesurés, mais la mesure ne sera pas importante. Est-ce que vous voyez? Donc, pour mieux détecter une particule, il faut calibrer la fréquence, le signal sur la fréquence de résonance de cette particule-là pour mieux détecter ça. Alors, voici ici des impulsions LIDAR sur un immeuble. Vous voyez, on n'aura qu'un seul retour ici, n'est-ce pas? Une impulsion, un retour, un retour. Ici, on va avoir un retour au sol qui est, ce qui fait qu'on va avoir la forme de l'immeuble. Dans le nuage de points, on va avoir la forme de l'immeuble. Alors, le retour au sol. Ici, vous voyez, l'impulsion va traverser l'arbre. Le premier retour, c'est au niveau de la canopée. Le dernier retour, l'impulsion va traverser l'arbre et venir au sol. D'accord? Alors, tout va dépendre de la densité de la couverture. Alors, voici ici un premier retour, et à partir de tous ces retours-là, on va mesurer on va séparer les points au sol et les points de la végétation. Donc, vous voyez que c'est clair, d'accord? Alors, regardez ici, par exemple. Tous les points blancs que vous voyez, ce sont des retours, d'accord? Donc, si l'impulsion a trop traversé, on va avoir au maximum 5 retours et il peut arriver que ça ne peut plus traverser. Et à partir du moment où on a nos 5 retours, là, il n'y a pas 6e retour. Donc, il peut arriver que l'impulsion n'arrive pas au sol. Mais parfois, ça peut arriver au sol si la couverture, la canopée est transparente. D'accord? Bien. Alors, lorsque vous effectuez des mesures LIDAR, vous commandez une image, vous commandez des données LIDAR, ce n'est pas vous qui effectuez les mesures. Donc, c'est un fournisseur qui va faire sa mission et puis il va vous prendre des données à vous. Il y a
au moment de la mission de la commande, il va vous demander quelle est la densité que vous voulez. Est-ce que vous voulez 2 points par centimètre au centimètre carré? Vous voulez 2 points, 3 points, 4 points, ou bien au mètre carré, vous voulez 10 points. Donc, tout va dépendre de la densité du point que vous voulez. En fonction de cela, ils vont effectuer la mission pour vous produire les points. Donc, ce qui est important, c'est que vous pouvez commander des données et indiquer la densité que vous voulez. Le fournisseur a lieu de s'arranger pour vous satisfaire. Donc, si vous avez demandé 2 points par mètre carré, lui, il va vous fournir 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Mais vous avez commandé des données, vous voulez telle densité, alors lui, il ne va pas effectuer des mesures en deçà de cette densité-là. Sinon, vous n'allez pas. Voilà. Donc, quand vous commandez quelque chose, vous devez spécifier la densité de points, ce que vous voulez. Alors, il y a plusieurs façons de calculer les densités. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, la densité, c'est le nombre de points au mètre carré. Donc, si une carte qui est là, voici l'échelle de densité. 0, tout est blanc. Bleu, c'est 1. Bleu ciel, c'est 2. Ainsi de suite jusqu'à au-delà de 6. D'accord? Alors, première densité, voici la densité que l'utilisateur a prévu faire, avoir. Hein? Et donc, en fonction de ça, on fait un calcul sur la résolution. D'accord? Bien. Regardez la densité réelle là. Les mesures LIDAR vont s'effectuer par des bandes. Donc, il va avoir un premier passage. Ça, c'est une bande, non? Alors, au deuxième passage, ça sera une bande parallèle à l'autre, mais il faut qu'il y ait des recouvrements. D'accord? Donc, ça, c'est ce que vous voyez là, ça, c'est une seule bande. Ça, c'est on appelle ça densité par bande. L'autre, c'est l'ensemble de la zone, leur densité. Donc, vous voyez que la zone où il y aura recouvrement, là, la densité sera élevée là-bas. Pourquoi? Parce que au passage, au deuxième passage, il y a eu le recouvrement. Donc, les premiers points sont là, les points du deuxième passage aussi sont là dans cette zone de recouvrement. Donc, du coup, lorsqu'on effectue une mission LIDAR et qu'on a effectué les mesures, vous allez avoir les densités du pavillon. Là où il y a le recouvrement, là, vous allez avoir que dans cette zone-là, la densité est surélevée même. Est-ce que vous voyez? Alors, à droite, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez en bleu ciel les densités par bande, n'est-ce pas? Hein? Là où c'est un peu jaune là, un peu rouge là, ce sont les zones de recouvrement. C'est compris? Et donc, jusqu'à ce que tout le système de mesure puisse être effectué, vous allez avoir ce qu'on appelle la densité réelle. Donc, voici la densité prévue, c'est ce que vous voulez. Vous allez commencer par densité réelle, c'est-à-dire les densités par bande. D'accord? Alors, à droite, vous avez les densités réelles parce qu'on a trappé toutes, qu'est-ce que je veux dire, toutes les bandes, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une densité réelle. D'accord? Cette image, cette densité réelle qu'on a là, parce qu'on a fait toute la couverture, alors on va éliminer les doublons. On va éliminer les doublons et à la fin, on va avoir notre densité finale. Et donc, c'est ça là que je va vous donner. C'est compris? Alors, dans cette densité finale, on peut faire la classification. On donne pour le sol d'abord, après on donne pour le subsol. Donc ici, ce que vous avez, ça c'est la densité finale au sol, pour la classe sol. Il y a densité finale pour les autres classes également, du subsol, d'accord? Bien. Avec les mesures LIDAR, qu'est-ce que vous avez à gauche ici? Puisqu'il y a une impulsion, il y a un retour multiple. 1, 2, 3, 4, 5 retours maximum. Donc, vous aurez, après, les nuages de points 3D là, les nuages de points 3D là, lorsqu'on les a,
on fait après classification principale le sol du sol. Et là, ce sont les valeurs en bas, c'est ce que vous voyez comme valeur au sol. Bleu, violet et puis vert, là, ce sont les sur-sols. Et tout va dépendre de leur hauteur, de leur niveau de strate. C'est compris? Bien. Donc, vous avez là une vue en 3D des nuages de points classifiés. Ça, ce ne sont pas les données brutes. Ce sont les nuages de points classifiés. D'accord? Alors, les données peuvent venir comment? Voilà le format SQ. ASCII, là. Qui connaît ça? Ah, d'accord. Donc, il y a format AutoCAD, ArcView, MapInfo, ainsi de suite. D'accord? Plusieurs valeurs de densité. Alors, on va faire l'exercice d'analyser l'image qui est là. Ici, nous avons quoi? Une image ombragée créée à partir de tous les points laser recueillis. D'accord? Que ce soit le sol, le sous-sol, tout. On a créé une image ombragée. Le LIDAR ne produit pas d'image, c'est des nuages de points. On peut utiliser les nuages de points là pour créer des produits qu'on appelle une image ombragée. Vous comprenez? Bien, à droite, qu'est-ce que vous avez au milieu, pardon? La même zone, mais cette fois-ci, est-ce qu'on a mis tous les points? Donc ici, image créée à partir de l'intensité de la réflexion du signal laser. Ah, voici le premier produit du LIDAR. Dès que vous avez les nuages de points, vous classifiez, sol, vous séparez, sous-sol, vous avez les sous-sols. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans le traitement, vous dites, séparez-moi les premiers retours seulement. Donc, tous les nuages de points tridimensionnels là, seuls les premiers retours vont être pris en compte. Les autres, on n'en veut plus, d'accord? Maintenant, vous prenez tous les premiers retours. Les premiers retours permettent de produire ce qu'on appelle une image d'intensité. C'est maintenant que vous avez utilisé les premiers retours pour produire cette image d'intensité. Alors, l'image d'intensité que vous avez produite là, c'est une image d'intensité sans échelle. C'est comme si tu allais quelque part, on t'a donné un sac d'argent, tu ne sais pas, il y a combien de tu as l'argent, tu dis, j'ai l'argent, mais c'est combien, tu ne sais pas. Tu es millionnaire, tu es multimillionnaire, ou bien tu es multimilliardaire, je ne sais pas. Donc, tu n'as aucune échelle de valeur pour décrire les informations qui sont dans l'image d'intensité. Donc, l'image d'intensité, déjà, est une image, c'est pas ce qu'on peut lui donner, mais c'est une image sans échelle. Sans échelle, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'appuyer sur quelque chose pour décrire ça. Par exemple, tu as une image et puis on dit ici il y a des fortes réflectances, ici il y a une basse réflectance, une réflectance moyenne, tu ne peux pas savoir. Donc, ça va, tu ne sais pas comment interpréter. Est-ce que vous voyez? Donc, l'image d'intensité, c'est comme ça. Donc, l'image d'intensité qui est créée là va te permettre peut-être d'interpréter des formes, savoir qu'ici, il y a un tracé de voie, de cours d'eau, tout ça, mais l'image d'intensité est sans échelle. C'est compris? Maintenant, si tu veux créer une échelle d'interprétation, toi-même, tu vas venir rechercher, faire une reconnaissance des objets et puis dire que ça, c'est ça, ceci, c'est là. Donc, c'est toi-même qui vas créer ton échelle. Oui? Donc, on peut proposer ces images qui ont été interprétées avec une image. Peut-être. Peut-être ça. Bien. Alors, en bas, à droite, qu'est-ce que vous avez? Image ombragée créée à partir des points laser au sol de MNT. Ça, vous connaissez déjà. C'est bon? Donc, voilà ce qu'on peut faire avec les nuages de points. Premier retour, on crée une image d'intensité. On peut créer une image ombragée. D'accord? Et on peut créer des images de relief MNT. Bien.
contrôle de l'altimétrie. Alors, on fait juste un petit exercice, d'accord? Alors, on va contrôler la conformité selon les cahiers des charges. L'emprise, la densité, la précision et les spécifications. À quelle date, à quelle hauteur, est-ce que vous voyez? Donc, voici des nuages de points qu'on vous a donnés. Les nuages de points là, quand tu vas les afficher dans un tableau, tu vas avoir ça. Donc, ça, c'est format ISQ là. Hein? Vous allez avoir une colonne où il y a les années. Coordonnées. S-Thing là, c'est où? S, Northing, c'est Nord. Altitude connue. D'accord? Ensuite, altitude connue, vraiment. Et ici, c'est quoi? Altitude du laser. D'accord? Altitude connue, là. Ce ne sont pas des valeurs qui viennent du LIDAR, hein. Le GPS au sol, c'est ça. C'est ça qui est altitude connue. Altitude laser, ça c'est le GPS du LIDAR. Et pour mesurer la précision des mesures LIDAR, dont on parlait ici dans le cahier de charge, là, alors vous devez comparer les deux altitudes. Donc voici l'altitude de référence au sol. Maintenant, voici l'altitude que le laser, le LIDAR a mesurée. Quelle est la différence? Voici la différence. Et cette différence-là va vous donner la précision de la mesure d'altitude. C'est compris? Alors ici, la précision, c'est combien? Donc vous allez prendre toutes les différences là et puis sortir une moyenne. D'accord? Et la moyenne, ça sera celui-là. Donc voici la précision de tes points, de tes données LIDAR. 0,08 cm ou en centimètres? Altitude est en quoi? Si altitude est en mètres, c'est que la différence est en mètres. Donc la précision LIDAR, ça serait ici combien? La moyenne, c'est 0,152 mètres. Donc ça fait environ 15 mètres. 15 cm. 15 cm, c'est grand. C'est pas précis, oui. Oui. C'est précis. 15 cm. Voilà. Bon, la distribution autour de la moyenne, ça fait 0,3 cm. Hein? Voilà. Donc, à partir de ces calculs, vous pouvez vérifier la précision des points, des données que le fournisseur vous a données. Est-ce que ça vous convient? Oui. Si ça ne vous convient pas, vous dites non. Ça va? Mais si on vous donne un exercice aussi, vous êtes en train de travailler sur un projet, puis on vous donne des points, des nuages de points. On va voir. Les nuages de points qu'on vous donne là, avant de commencer par que ce soit, vous devez effectuer ce qu'on appelle analyse de la qualité des données d'abord. En vérifiant le cahier des charges, est-ce que c'est ce que le fournisseur a demandé? Et voilà ce que le fournisseur a fourni. Et donc, vous faites une analyse de la qualité des données avant de les utiliser. Compris? Oui? L'analyse de la qualité, c'est seulement le contrôle altimétrique sur le produit. Voilà le cahier des charges là. L'emprise, la densité, la précision, la date, la hauteur d'eau, tout ça là, tu vérifies. C'est bon? Tu donnes ta maison à quelqu'un là pour construire ta maison. Tu ne vas pas contrôler. Tu vas contrôler toiture à son nom. Curie. Bien, on poursuit. Hein? Alors, donc voilà comment on fait les mesures. Alors, donc à la fin, hein, les bruits de mesure LIDAR,
ça fait combien? 4 cm. Donc, voilà un paramètre pour déterminer la qualité. Les bruits de mesure, ça tourne de 4 cm. Et les bières, 15 cm. Compris? Alors, l'outil de traitement LIDAR maintenant, voilà, on tombe dans les outils. Alors, les outils, vous aurez beaucoup d'outils. Hein. TerraScan, NACGIS, hein. Il y a photogrammétrie Leica, hein. Il y a Cloud Station. Donc, vous voyez ce qui est outil libre pour l'utiliser. Vous avez compris? D'accord? Et donc, vous avez les liens pour consulter. Voilà. Cloud Station, ainsi de suite. Alors, j'ai mis ici processus LIDAR, voilà, processing. Voilà, je vous ai mis des liens pour contrôler. Bien, voici une mesure atmosphérique. On a embarqué LIDAR sur un camion au-dessus d'une zone industrielle et le LIDAR nous sort la distribution verticale de la concentration en soufre, SO2, c'est compris? Et donc, vous voyez là où se trouve, hein, où il y a assez de concentration en soufre. Et donc, voilà un résultat. C'est compris? C'est bon? Alors, on peut mesurer également au niveau de l'atmosphère l'aérosol. Voilà, on peut mesurer voilà, tout ce que vous voyez là. Hein, les nuages optiques bas, les nuages optiques élevés, il y a des types de nuages, hein, l'aérosol, ok? Bon, tout ça, c'est LIDAR atmosphérique, ce qu'on peut mesurer. Alors, rapidement, on va passer. Ici, on vous donne un milieu urbain. Alors, suivez, hein, le milieu urbain qui est là, nous aurons un nuage tridimensionnel de points. Alors, ce nuage tridimensionnel va vous permettre de reconstituer quoi? Le paysage qui est là, où on a de l'eau, on a une limite au continent, on a un jardin, on a des lignes électriques. Donc, on va reconstituer cela. Bon, voilà un milieu urbain. Tout ce qui est rouge, c'est le sol. Tout ce qui est vert, c'est le sur-sol. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ce milieu urbain et ce milieu forestier, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez les points au sol, non? Pour le milieu urbain et pour le milieu forestier, n'est-ce pas? Pour le milieu urbain, le subsol, est-ce qu'il y en a assez, c'est dense? Non, milieu forestier. Donc, c'est dense. Bon, voilà. Donc, vous appréciez en fonction de la densité de l'information, alors vous appréciez le milieu urbain et le milieu forestier. Donc, si on vous donne des cartes comme ça, de LIDAR, vous devez savoir de quel milieu il s'agit, n'est-ce pas? Si c'est milieu urbain, milieu forestier, ou bien milieu océan ou milieu, tout ce que vous voulez, vous pouvez identifier. Alors, voilà ce qui est important dans l'interpolation des nuages de points. Alors, à gauche, nous avons les nuages de points tridimensionnels, X, Y, Z. On va faire une interpolation. Dès que vous avez les nuages de points, et que vous voulez travailler avec ces nuages de points, première procédure, l'interpolation. Vous voyez, partout ici, là, il y a des blancs, non? Les points blancs, là, est-ce qu'on a des mesures? Non, pas de mesures. Densité au point 0. Mais vous voulez travailler sur la zone. Donc, les nuages de points que vous avez là, en tridimensionnel, on va appliquer une interpolation. L'interpolation va venir faire quoi? L'interpolation va permettre de créer une grille d'information sur la zone que vous voulez étudier. Dans cette grille d'information-là, chaque point, chaque grille doit avoir une valeur. Et donc, processus de interpolation, vous allez utiliser une méthode d'interpolation là-bas. Hein. Alors, il est conseillé d'utiliser la triangulation. Hein, et à la fin, vous avez une matrice de données raster où toutes les grilles ont des points. C'est bon. Voilà. Donc, alors, on poursuit. Voici une représentation de l'information LIDAR
en modèle numérique de terrain et en modèle numérique de surface. Vous pouvez même les comparer. D'accord? Vous voyez un cours d'eau avec ses méandres, vous voyez le milieu urbain, vous voyez des parcelles. Hein? Voilà. Vous appréciez ces deux-là, quoi. Ce qu'on peut faire avec le LIDAR, c'est compris? Alors, ensuite, la production du MNT LIDAR, comment ça s'effectue? Vous avez fait une acquisition à 2 points mètres carrés, la résolution 0,7. Vous pouvez produire un MNT à 1 mètre de résolution. D'accord? Vous produisez un MNT à 1 mètre de résolution. Alors, le processus, vous avez des nuages de points classifiés au sol, vous faites la triangulation et vous avez un MNT maillé. C'est bon? Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on va retenir sur le système LIDAR? Alors, c'est une détection très rapide et précise, le LIDAR. Alors, quelle est la méthode de production, puisque vous allez produire, reconstituer le relief, produire du MNT, le relief tridimensionnel. La même chose, on le fait avec photographie aérienne. Oui. On prend le même drone, on produit des photos aériennes. On prend le même drone, on change de capteur, on met capteur LIDAR dedans, on produit MNT aussi avec. C'est où la précision est importante. Il n'y a rien à dire avec le LIDAR. En matière de précision topographique, c'est le LIDAR. Même avec un autre drone, on peut avoir des images de 3 cm. Vous voyez, on produit du MNT avec le projet. Les Japonais sont venus effectuer une mission sur Abidjan. Si vous tapez sur Internet, vous allez voir le projet JITA. On produit des images, des orthophotos, surtout à Abidjan, qui leur ont permis de produire du MNT. Ils ont mis à la disposition de la Côte d'Ivoire. C'est gratos. Et c'est le BNetJS. Attends, si vous avez besoin de MNT, issu des données topo pour travailler, depuis 2015, c'est disponible. Vous demandez, on doit vous donner. Mais vous ne demandez jamais. C'est comment ouais. Jika. Oui, Abidjan, c'est bon. Oui. Compte tenu de la précision des MNT issus de l'État, moi, ça va. Est-ce que c'est possible, à partir du MNT, de déceler les différences? Si on a une colline comme ça, on va développer, soumettre, et vous ensemble. Le LIDAR, c'est la solution. Il va te produire des nuages de colline. Tout ce que vous voyez sur le relief là, que ce soit le sol, la végétation, que ce soit l'eau, que ce soit les collines, que ce soit les villes, les bâtiments, tous les nuages de points, tout ça. Façade que tu as dit là, tu as tout ça. Et tu vois. L'avantage, c'est que le LIDAR, lui, il va passer, il va effectuer le balayage, il va voir les points. Mais le drone, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il va passer, il va effectuer des prises de vue verticales. Et il faut calibrer aussi la caméra de telle sorte qu'à un certain angle, il va effectuer de part et d'autre des prises pour que tu aies le volume. Donc, c'est encore plus compliqué, plus difficile. Voilà. Tu vas faire passer le drone, il va passer, et puis il va repasser encore avec angle incliné vu pour faire les prises de vue au niveau des façades. Et quand tu vas finir, il va venir, il va traiter tout ça encore. Les nuages de pointe, tout est là. Donc, ce que tu veux faire avec précision, avec les drones là, il a tout ça déjà. D'accord? Mais avec l'image, avec les drones, en M1, on a sorti des MNT, non? Avec équidistance combien? Avec équidistance combien? Je vais aller voir le directeur. On va retirer vos notes de photogrammétrie. Combien de mètres? Combien de mètres? Oui.
On a, vous-même, vous avez pratiqué ça, non? Peut-être qu'il a écrit, en fait, c'est 10 mètres, 10 mètres. Peut-être qu'il a écrit les 10 mètres. Tu as dit que c'était 10 mètres. Non, vous m'étonnez. Allez-y, regardez votre TP. On a produit 1 mètre de 1 mètre. C'est 1 mètre qu'on a fait. Allez-y, regardez votre TP. Avec Pixford. Ah ben voilà. Vous dites quoi? Comme ça, vous battez le nom des gens. Quand on parle de quelque chose net, hein, les bons étudiants, là, ils reconnaissent et puis ils trouvent. Mais les étudiants ne peuvent pas être bons là. Et ils disent, on n'a jamais eu. On a travaillé, on a produit 1 mètre, mais 1 mètre, et puis vous êtes là, vous ne faut pas continuer. Hein? Alors, donc, détection avec le LIDAR, le travail que les géomètres vont effectuer sur le terrain là. Le LIDAR, lui, il le fait, il effectue les mesures rapides et précises. Donc, si vous voulez travailler sur une région, les géomètres, ils vont aller avec leur théodolite, avec leur télémètre, avec leur stéréo. On appelle, il y a théozélite. Les appareils, là, l'appareil là. Dans le niveau, il y a théodolite. Voilà. Tout ça, les vont installer, ils vont effectuer des mesures. Mais vous faites passer le LIDAR. Dans une zone, tout à l'heure, on va voir les applications. Dans une zone d'exploitation minière, comme ça qui est géologue ici. Voilà. Une zone d'exploitation minière, le LIDAR, il passe comme ça, et puis il vous sort toutes les excavations en 3D. Et même vous pouvez retourner, voir quel est alors on doit creuser. Tout ça, il vous donne le volume de terre enlevé. Alors que tout, il vous donne tout. Tu as exploité dans le site. Je suis parti en Guinée-Conakry. J'ai traversé Guinée de Conakry, aller à Bouquet, où ils ont leur institut supérieur. Là. Quand tu prends leur route là, wow, tu apprécies, tu vois les livres. Il y a une colline de pierre, presque 1 kilomètre. Tu dois ta tête pour regarder là-bas. Non, mais c'est extraordinaire. Et donc, eux, ils ont plusieurs collines comme ça. Les collines que vous voyez là, c'est de la bauxite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils créent des voies, et puis au fur et à mesure, ils tournent jusqu'à temps, ils vont finir d'exploiter toute la colline, le point devient plat. Non, c'est extraordinaire. C'est une exploitation assez nouvelle. Non? Donc maintenant, si c'est une zone où il n'y a pas de colline, et puis on a exploité là, on va voir. Comment? C'est un tour dans ces excavations. Voilà. Donc, le LIDAR, il va passer là. Il va vous sortir le plan en profondeur, même tout ce qu'ils ont donné là. Il va vous donner tous les gradins, même, il va vous donner sortir tout ça. Ça va? Donc, le LIDAR permet de cartographier les cavités, tout ce que lui voit, il sort du plan. C'est bon? Alors, donc voilà, mesure, collecte rapide et précision. On utilise des stations de contrôle GPS de base pour améliorer la précision, hein, donc avec des paramètres d'acquisition. Donc le LIDAR est vraiment réputé en termes de mesures topographiques. C'est compris? Vous allez sortir de MNS, MNT et les modèles de hauteur de canopée, comme vous l'avez vu en photogrammétrie également. Il y a une question. Allez-y. C'est possible ici, est-ce qu'on a des capteurs? Nous, on n'a pas encore ça. C'est maintenant, on va commander un drone LIDAR. Le drone même ne coûte pas cher. C'est des capteurs. C'est pas non, maintenant, vous allez payer. Mais si on fait ça, c'est toute maison, ça peut partir aussi.
Comment? C'est maintenant qu'on a commandé. C'est maintenant qu'on a commandé. Il faut me donner l'argent, il faut me donner beaucoup d'argent. Oui? Le coût de quoi? Il faut taper sur Internet. Le coût de quoi? Il faut taper LIDA. Votre camarade dit image LIDA. C'est normal. Alors, les nuages de points LIDA, là, vous pouvez avoir des nuages de points LIDA, mais LIDA satellitaire. Mais pour faire TP LIDA, là, même, il faut utiliser les nuages de points LIDA. Mais avoir les nuages de points LIDA, là, nous, on n'a pas encore lancé des mesures LIDA. Donc, si il y a un projet, je ne peux pas utiliser les nuages de points pour venir travailler, sinon, c'est là, ils vont coller des procès. Donc, c'est pour ça que nous, on veut acheter notre propre drone LIDA. Mais c'est ça que je parlais du fait que monsieur a fait quoi? Le Benet là. Benet a fait quoi? Le Japon a lancé un projet. C'est depuis 2015. En fait, c'est photogrammétrie. C'est photogrammétrie, c'est pas LIDA. Et la machine est plantée où? Oui? J'ai une question encore. Question d'accord, allez-y. Oui, en condition de travail, qu'est-ce qui pourrait constituer un obstacle au signal? Au signal Oui, LIDA. est-ce que, je prends un exemple simple. Oui, au signal LIDA. Est-ce que en zone maritime, l'eau salée, le fait que ça soit salé, ça peut constituer des perturbations? En dehors de ça, dans l'atmosphère, qu'est-ce qui pourrait constituer des perturbations? Bien. D'abord, en milieu océanique, vous n'allez pas utiliser de LIDA atmosphérique. Vous allez utiliser un LIDA bathymétrique où le signal va traverser l'eau. Le signal va aussi mesurer les hauteurs des vagues. Le signal devient comme un altimètre. Ça va mesurer les hauteurs des vagues. Ça va traverser, aller mesurer la topographie des fonds marins. Est-ce que tu vois? Mais au niveau de la zone maritime, l'atmosphère n'est pas un écran pour le signal LIDA bathymétrique, puisque lui, il vient pour rentrer dans l'eau. Quel que soit les buées, tout ce, comment le climat est au niveau océanique, mais lui, le signal, lui, va traverser l'eau. Donc, l'atmosphère n'est pas un obstacle. Maintenant, c'est la turbidité de l'eau, qu'est-ce que j'ai dit au niveau de l'eau? Voilà. Si l'eau est trouble, ça sera difficile. Donc, si on veut mesurer, effectuer des mesures LIDA au niveau océanique, océan, là, il y a des endroits où il y a assez de vagues, il y a des endroits où c'est calme. Donc, c'est là-bas on fait. C'est aussi la distance au-delà de 50 mètres. L'impulsion laser, là, va mesurer en profondeur jusqu'à 50 mètres, pas au-delà de 50 mètres. Monsieur m'a dit que par rapport à la limite. Oui, sa question est claire. Est-ce qu'il y a des perturbations au niveau avec la salinité de l'eau? Bon, je ne sais pas, le LIDA ne va pas mesurer la composition de l'eau. C'est le fond marin là que il va mesurer. Ce n'est pas la propriété de l'eau, ce n'est pas la composition de l'eau. Que l'eau soit salée ou que l'eau ne soit pas salée, bon, la mer est déjà salée. Ouais. Donc, si c'est calme, c'est clair, là, il va mesurer les fonds. Est-ce que vous voyez? C'est tout. Sinon, oui. Le signal, ce n'est pas une sonde pour mesurer
pour interagir avec la chimie de l'eau, non. Il faut que l'eau là soit limpide, soit claire pour que le signal puisse aller en profondeur pour aller toucher les fonds. Donc, le lidar topographique et bathymétrique va vous donner le relief sous-marin, ou bien le relief sous lagune, ou le relief sous un cours d'eau, ou bien sur une retenue d'eau, il vous sort le fond. Oui. Je peux mesurer le fond océan. Et tu vas aller faire quoi là-bas? C'est sonar. Soit océanique ou bien marin dont on parle. C'est quand tu es au niveau du littoral où tu sais que tu es à la plage, les vagues viennent, tu peux aller, tu veux effectuer des mesures sur l'eau. Tu vas mesurer jusqu'à partir de 50 mètres de profondeur. Au-delà, là, le lidar n'est plus compétent. Maintenant, si la technologie aussi évolue, on ne sait jamais. Bon. Bon, il faut fabriquer pour toi. Et appelez l'informaticien, la machine. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, question. On a répondu à la question du monsieur. Oui, c'est bon, monsieur. C'est bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir? Regardez ici au niveau des traitements. Tous ces coûts-là, vous avez ça. Hein? Vous ne voyez pas. Oh, mais voyez fort. Alors. Et c'est Windows P, non? Oui. Alors, regardez, l'impulsion, et c'est ce que je voulais montrer. Ça, c'est l'acquisition. Voilà, les traitements. D'accord? Quels sont les traitements? Mais lui, là, il ne peut pas disparaître. Bien. Voilà comment exploiter les nuages de points. Hein? Voilà, vous avez les nuages de points ici. Pour mesurer tout ce que vous voyez là. Ensuite, comme exploitation. Hein, vous partez lire tout ça là, vous regardez la classification automatique, hein, les classifications interactives, les nuages de points classifiés, calcul MNT, toutes ces méthodes-là, je vous ai mis ça dans le cours. Hein, donc, vous partez regarder. Qu'est-ce que je voulais parler? Je voulais parler des applications. Ouais, les applications. Voilà, les applications, ça on a déjà vu. Hein. Bien, voilà les formats de stockage de données LIDAR en format LAS. Alors, le format LAS, hein, utilisable facilement. Vous allez dans ArcGIS, pardon. C'est QGIS avait dit ArcGIS. Voilà. Voici ici une rubrique là, OK, pour créer les images d'intensité à partir de ArcGIS. Donc, vous partez, vous cliquez, vous allez voir. Vous allez voir là-bas. Voilà. Est-ce que vous voyez? ArcGIS, création d'images d'intensité à partir des points LIDAR. Donc, vous pouvez faire cet exercice-là. Voilà. Tout le tuto est là. Comment vous pouvez travailler avec les données LIDAR et comment, ici, des créations d'une image d'intensité. Alors, attendez que Voilà ce que vous pouvez faire. Évaluation de la densité d'échantillonnage, détermination,
délimitation des zones. Hein. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire avec les points LIDAR. Tu as compris? Monsieur, Oui. ça c'est pour seulement avec Mais il y en a. Agri, c'est agri. Alors, application. Avec le LIDAR, on fait des applications topographiques atmosphériques en météo, en foresterie, géodésie, génie civil, bathymétrie. Donc, on a mis quelques applications LIDAR ici que vous avez dans le coup. D'accord? Donc, on ne peut pas tout dire ici. Donc, vous partez, regardez tout ça là, vous allez voir. La classification, comment ça s'effectue. Hein? Pour le MNT, on prend pour le modèle urbain, pour le modèle de végétation. Comment ça se fait la classification? Voilà. La classification avec un processus itératif, voilà comment ça se fait. Vous avez tout ça là, d'accord? Alors, on peut reconstituer urbain. Voici par exemple le MNT qui est calculé. Alors, ce que je veux vous montrer ici, c'est, bon, voici la méthode de triangulation. C'est comment créer une carte de peuplement à partir des points LIDAR. Comment créer une carte de peuplement, hein? Donc, rapidement, c'est comme si vous êtes sur une forêt classée ou bien un parc, ou bien vous avez les nuages de points, vous allez effectuer des mesures, vous allez avoir les arbres dans la zone et vous allez ressortir les types d'arbres selon leur taille. Donc, vous allez prendre dans la zone, vous allez dire que dans la forêt ou bien dans le parc, il y a, par exemple, 3 types d'arbres. C'est que vous avez trouvé 3 strates ligneuses. Alors, vous allez venir, vous allez prendre les points d'un arbre donné, les 3 types, vous allez prendre type 1. Vous allez modéliser l'arbre. Modéliser l'arbre, c'est quoi? Avec les nuages de points LIDAR, vous allez sortir tout ce qui est la voûte foliaire, toute la canopée. Vous allez avoir tous les points qui concernent la canopée. N'est-ce pas? Vous modélisez, vous prenez ces points-là, vous mettez à côté. Vous allez voir le squelette de l'arbre, la tige, les branches, tout cela. Avec les nuages de points, vous allez modéliser les branches que vous mettez à côté. Vous modélisez le tronc, et ainsi de suite. Et vous allez sortir la structure de l'arbre. Vous avez modélisé l'arbre de type 1, l'arbre de type 2, l'arbre de type 3. Et à partir de ce modèle que vous avez créé là, alors vous pouvez vous-même créer un peuplement des arbres dans la zone que vous avez mesurée par le LIDAR. D'accord? Alors, je vais venir. Voilà. Alors, voici comment on modélise les arbres. Hein. On va créer la structure des branches, hein, le squelette, et on segmente les feuilles. Et on va sortir ce qu'on appelle ici la structure des branches. Et voici un modèle d'arbre que vous venez de créer. Le modèle d'arbre qui est à droite, à travers le nuage de points LIDAR, vous allez créer ce modèle d'arbre. Et à la fin, quand vous avez ce modèle d'arbre-là, alors vous allez pouvoir, voilà un arbre qui est là, on a créé le modèle d'arbre. Et on sort la carte de peuplement en tenant compte des types d'arbres que nous retrouvons dans la zone. Voilà. Et vous-même, vous sortez la carte de peuplement. C'est un processus même pour créer les villes intelligentes. Alors, on a un partenaire avec qui on travaille, qui nous a donné un logiciel qu'on appelle Supermap. Voilà, Supermap. Hein? Alors, là, avec ces genres de processus, si vous créez des cartes de peuplement, vous pouvez créer le peuplement des immeubles, des bâtis, les routes, les feux. Il suffit que vous dites et puis ça vient. Vous pouvez créer les pistes cyclables pour les voitures passent, pour le trottoir, tout ça vous pouvez modéliser, les jardins, tout vous créez.
créé au niveau de la zone urbaine. Il y a aussi des jardins, il y a des arbres. Tout ça, vous pouvez sortir ça dans la ville pour créer ce qu'on appelle une ville intelligente. Et les villes intelligentes vont être connectées maintenant. Oui. Oui. Quelle information? Oui, monsieur, une question. Ah oui, oui. Un instant. Il y a votre camarade qui pose une question ici. C'est à quel moment on fait ça? Moi, je me demande dans quel époque on fait ça. Ça, là, tu peux faire avec le point leader. On peut te donner ça comme un sujet de master. Je sais pas. Il va à l'école de ça. Voilà, c'est où Tu peux apprendre ça toi-même. On n'a pas besoin d'aller à l'école. C'est ça. Tu peux apprendre ça là toi-même. Tu as les outils. Tu prends les données, tu les gardes toi-même, tu manipules les données, tu fais ce que tu peux faire avec. Il n'y a pas une école pour aller créer un tas de peuplement. Il faut la formation pour qu'on puisse comprendre tel que vous. Bon, c'est bon. Oui, le frère, votre question, s'il vous plaît. Voilà, j'ai dit, si je comprends bien, ça veut dire que le LIDAR aussi ne peut pas nous donner la composition du sol, la composition chimique du sol, comme pour l'eau aussi. Non, non. Ce sont des nuages de points pour représenter tout ce qu'on trouve comme relief, pour représenter en 3D tout ce qu'on trouve sur le paysage. Mais les seules mesures en termes de composition, c'est l'atmosphère. Il peut vous mesurer l'ozone et donner sa composition, sa concentration. Il peut vous mesurer le CO2, le soufre et vous donner leur concentration. Mais les autres, c'est topo et puis bathymétrie. Donc, ce ne sont pas des sondes pour vous donner une composition physico-chimique de l'eau ou bien de quelque chose, non. C'est bon, la réponse? Oui? Oui, c'est bon. Le LIDAR, une question. Il ne va pas vous donner la nature du sol, non. Mais par contre, le LIDAR peut vous permettre d'effectuer des cartographies géologiques. On va voir ça tout à l'heure. Oui, je vous écoute. Pose une question. Oui. Oui. Contrairement à la photographie, photogrammétrie optique, où on définit un plan de vol, les lignes de vol. Oui. Ici, avec le LIDAR, oui. Pour un travail concret, on procède comment? On définit les lignes de vol verticalement. Bon, vu que vous parlez de sortir une vue en 3D, on devait procéder comment par rapport à ce qu'on a connu? Alors, tout dépend de sur quoi vous allez placer le capteur LIDAR. Si vous placez le capteur LIDAR sur un drone, comme on a vu en photogrammétrie, c'est le même procédé de plan de vol du drone. D'accord? Où le plan de vol sort, on a les lignes de vol, et puis il fait les allers-retours jusqu'à ce qu'il finisse sa mission. Monsieur, dans ces conditions-là, est-ce qu'il pourra nous donner effectivement une vue, comme je vois cette vue en 3 dimensions de la forêt que je vois? Est-ce qu'avec des plans de vol de ce genre-là, c'est possible qu'il produise ça? Ah non, 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 non. Quand tu as les nuages de points, je prends les nuages de points de la forêt classée, la forêt de Banco par exemple. Hein? Alors, toi-même, tu vas sur le terrain Banco là, tu fais cette photo d'un arbre et tu fais la photo de l'arbre et à travers les nuages de points là, tu vas reconnaître l'arbre qui est là. Ce que tu vois ici, ça c'est une photo. Ça c'est une photo. Voilà, ce ne sont pas les nuages de points.
Donc, ça, c'est la photo pour voir l'arbre et sa représentation. Mais tu vas utiliser les nuages de points là pour faire la représentation de l'arbre là. C'est combien, professeur? Oh. Professeur, Oui, question? oui, une question. J'aimerais savoir, est-ce que les LIDAR, ils permettent aussi de détecter les radiations dans les exploitations minières? Alors, d'accord. La question est bien posée. On va aller sur tout à l'heure, on va aller sur l'exploitation minière tout à l'heure. Hein? Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. C'est Medoukia Idrissa. Meidou. Medoukia Idrissa. Bon, moi, je retiens Idrissa, c'est ça? Idrissa, oui. Idrissa. Ah, ok. Donc, tout à l'heure, on va arriver dans application géologique. D'accord, professeur. La réponse à ta question se trouve là-bas. D'accord, professeur, merci. Bien, donc ici à l'écran, vous voyez, quand vous constituez une carte de peuplement à partir des catalogues d'arbres disponibles, alors vous allez sortir les arbres individuellement. À travers votre zone, là, vous allez sortir ça ce sont la carte des canopées. Hein. Vous allez sortir les arbres individuellement selon les hauteurs des arbres. Et le processus vous permet de compter les arbres. Vous pouvez savoir il y a combien de types d'arbres dans la zone et selon leur taille. D'accord? Alors, la question de votre camarade tout à l'heure, on était dans l'application, non? Bien. Alors, en géologie, voilà ce qu'on peut faire avec le LIDAR. La question que notre camarade a posée tout à l'heure. Donc, on peut ressortir les plans, les surfaces agricoles, là, OK, la foresterie, la géologie, la géotechnique. Alors, voici une zone d'exploitation minière avec les profondeurs, avec les niveaux des gradins. Est-ce que vous voyez? Donc, selon les altitudes, on sort le fond d'exploitation. D'accord? Alors, en géologie, dans les industries minières, regardez, on va avoir le signal peut être modélisé à partir des nuages de points, on va calculer le volume d'une formation. Voilà. Maintenant, en termes d'application cartographie géologique, alors regardez ici. Alors, on va utiliser la signature infrarouge thermique des sols. Alors, la signature infrarouge thermique des sols va permettre de sortir les émissions en infrarouge et chaque valeur d'émission va caractériser soit une structure géologique, une formation géologique. Donc voilà par exemple ici cette réflectance différentielle à une longueur d'onde de 10 micromètres comme ça, une réflectance différentielle des émissions en infrarouge thermique va permettre d'interpréter les formations géologiques qui sont là. Qu'est-ce que vous voyez? Donc, pour notre frère qui a posé la question sur la géologie, là, en ce moment, dans le capteur LIDAR, on va mettre un capteur infrarouge thermique. Et la zone là va permettre de mesurer la réflectance différentielle. Cette valeur de réflectance différentielle vont caractériser des types de formations ou unités géologiques. Maïdou, c'est Maïdou. Idrissa. Avec ça, on peut savoir où. Oui, professeur. Donc, voici la réponse pour la géologie. On peut savoir D'accord, bien. où peut-être l'or a discuté. Bon, on ne va pas aller cartographier l'or comme ça. Tu vois, les gens vont prendre les gens en otage. Regarde. On peut sortir une carte de réflectance différentielle des formations qui hébergent l'or, mais pas l'or. Par exemple, celui qui recherche le diamantaire ou bien celui qui travaille sur le diamantaire, voilà. Le diamantaire va rechercher quoi? Diamant, non? Donc, quelles sont les roches
On prend par exemple où il y a beaucoup de diamants en Afrique, les routes dans lesquelles on trouve des diamants. Par exemple, les Kimberlites. Donc, eux, ils vont aller cartographier les zones kimberlitiques. Quand ils vont ressortir les zones là, ces zones-là, alors on sait que voilà, les proportions de kimberlites sont bien développées dans cette zone, on sort là, et on s'en va. Avant d'aller exploiter là, il faut une prospection. Pour la substance utile, on va mesurer sa concentration pour voir si c'est exploitable. Donc, quand c'est exploitable, alors on va aller excaver tout et qu'on envoie en métallurgie. En métallurgie. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir encore? Alors, regardez, nuage de points, ça c'est orthophoto, hein, ça c'est orthophoto. À droite, c'est pas orthophoto. À droite, ce sont les MNT issus des LIDAR. Donc, on compare les deux, orthophoto et LIDAR. Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui vous frappe à l'œil ici? Oui. Moi, dans le MNT, au niveau de la couverture forestière, il y a des routes en fait. Mais sur l'autre image, on ne voit pas. Très bien. Alors, l'orthophoto qui est là, il vous donne des parcelles, n'est-ce pas? Vous voyez la voie, les parcelles. Mais à l'intérieur de ces parcelles-là, il y a des parcelles encore, il y a des unités qui sont séparées et on voit les voiries au niveau du LIDAR. Donc, vous voyez la précision du LIDAR, il va aller mesurer hein, les limites des parcelles. À l'intérieur d'une grande parcelle, il va aller mesurer même les limites des parcelles. D'accord? Donc, vous produisez des orthophotos pour produire des MNT. Le LIDAR, il va vous donner encore, aller au-delà. Allez vous donner encore assez de détails dans les mesures. D'accord? Alors, bon, je pense que c'est là hein, que ça finit. Donc, voilà un peu aujourd'hui pour le LIDAR. S'il y a des questions, il est quelle heure? Alors, on a fini le LIDAR. On va faire le TP3. Le TP3, c'est quoi? C'est pour nous apprêter à faire l'acquisition des données pour la lecture. D'accord? Bien, maintenant, on est allé dans les séminaires, dans les ateliers ou de formation. Dans le cadre de la formation, il y a quelques points d'art qu'on peut utiliser pour faire un TP. Ce n'est pas aussi dense que ça. Est-ce que vous voyez? Donc, l'important de savoir manipuler. Donc, on ne peut pas tout faire. Donc, dans votre formation, il y a des semestres 3 qui sont prévus pour faire des séminaires où on peut convoquer pour faire un séminaire en 2 ou 3 séances sur le LIDAR. Différents du coup, quoi. Vous avez compris? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rabattre. Stop.